est-ce qu'on a ou pas une culture de l'innovation et est-ce qu'on est ou pas formé pour être dans une culture de l'innovation? Et je voudrais prendre un exemple de différence d'éducation finalement entre ce qu'on fait dans nos pays, en France en particulier, et ce qu'on fait aux États-Unis. Par exemple, quand vous emmenez votre enfant dans un parc et que vous êtes américain, vous rentrez dans le parc et puis vous dites à votre gamin « Go and have fun ». Va et amuse-toi. Et l'enfant, il va, il s'amuse, il tombe, il se fait mal, il revient, il saigne un peu, on lui essuie un peu le genou, on lui fait un petit bisou, puis on lui dit « Allez, go and have fun ». Vas-y, retourne, va t'amuser. La même chose en France. On arrive dans le parc. La première chose qu'on fait, c'est de montrer à son enfant tous les petits soucis qu'il pourrait peut-être y avoir dans le parc. Là, c'est pas pour toi, le toboggan est trop grand. Là, fais attention, il y a machin. Là, ils sont pas très gentils, ne t'approche pas d'eux. Là, fais attention à l'eau. Donc, on commence à être dans la prévention. Fais attention à tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, le gamin, quand même, va jouer. Il tombe, il revient, il est blessé. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit ? Je te l'avais bien dit. Je le savais qu'il fallait faire attention. Je te l'avais dit. Tu vois, mon petit chéri, allez, viens. On rentre à la maison, je vais m'occuper de toi, je vais te mettre un pansement, je vais te donner un bon chocolat chaud. C'est pas une différence... C'est pas bien ou mal, parce que je pense qu'il y a d'autres... le fait de ressentir autant l'amour de ses parents, c'est aussi quelque chose qui est très bien. Et aux États-Unis, quand ils grandissent, ils voient leurs parents 2 fois par an, dont une fois à Thanksgiving, et ils sont très contents. Donc, c'est juste une différence de culture, et on la retrouve dans ce self-made man américain, où finalement le diplôme n'est pas important, alors que moi, récemment, j'étais dans une réunion où les gens me serraient la main en me disant... ESSEC 62, HEC 68. Donc, moi, j'ai failli dire Paris 65. Vous voyez, c'est-à-dire que le diplôme a une importance incroyable. 20 ans après, 30 ans après, les gens se définissent par rapport au diplôme qu'ils ont reçu. Aux États-Unis, on est beaucoup plus dans le groupe. On est beaucoup plus dans la performance du groupe. D'ailleurs, même les notes, on a une discussion en ce moment en France, si est-ce qu'on passe à A, B, C, D, E, ou est-ce qu'on est dans toi, tu as eu 19 et toi, tu as eu 19 et demi. C'est-à-dire que le pauvre gosse qui a eu 19, il n'est même pas premier, quoi. Il a quelqu'un qui a eu 19 et demi. Et donc, on est très dans la performance individuelle. On le retrouve au niveau de notre évaluation par variable, elle est individuelle. On retrouve aussi dans les travaux de groupe quelque chose qui est très différent des États-Unis, où finalement on laisse le groupe s'auto-réguler, alors qu'en France, y compris dans l'éducation, quand il y a un groupe qui se met en place, on vient et puis on dit qui travaille pas, est-ce que toi tu as assez travaillé? C'est limite, on va faire la police entre le groupe, alors que normalement un groupe doit s'auto-réguler. Et c'est pas étonnant, même en France, même aujourd'hui dans les entreprises, qu'on ait en fin d'année quelqu'un qui vienne vous voir en vous disant franchement, on n'a pas réussi, le groupe n'a pas réussi, mais moi, dans ce groupe, tout ce que j'ai fait super bien. Donc moi, je mérite ma part variable, parce que moi, j'ai vraiment tout bien fait. Alors qu'au fond, on s'en fiche. L'important, c'est le résultat. Donc je crois que vraiment, cette culture, la façon dont on a été élevé, qui est plus dans l'individualisme que dans le collectif, qui est plus dans la prévention et dans la confiance a priori que dans l'expérimentation et la confiance a posteriori, nous forme plus ou moins facilement à être dans une innovation qui prend des risques plutôt que qui take a chance. Depuis 5 siècles, pour continuer à exister, la Poste a dû très fréquemment, très régulièrement innover. Et on a fait des innovations progressives qui ont fait que, à partir des mandats qu'on distribuait, on a fait une banque. Que, à partir des biens qu'on distribuait, on a fait tout le business du colis. Deuxième évolution majeure. Et la troisième, c'est le numérique. Parce que finalement, oui, on existe depuis 5 siècles. Et oui, on a évolué depuis 5 siècles. Mais jamais, au grand jamais, on connaît une révolution comme celle qu'on est en train de vivre, qui touche tous nos métiers. Le courrier, physique, papier, qui est notre métier, transporter du courrier. Vous le savez, il y en a de moins en moins. La banque doit complètement revoir son système de relations clients. Toutes les banques, et la Banque Postale n'y fait pas exception, il y a de moins en moins de personnes qui viennent dans les agences bancaires ou dans les bureaux de poste. Donc comment est-ce qu'on crée une nouvelle relation? La monnaie est très attaquée. Quelle sera la monnaie de demain? Toute cette façon qu'on a aujourd'hui de payer,
On voit des acteurs nouveaux qui sont des intermédiaires et qui viennent se mettre entre la banque institutionnelle, pour laquelle on a plein de doutes, et puis la réalité au quotidien avec des pure players qui facilitent les choses. Le colis, c'est probablement celui qui connaît aujourd'hui le plus grand développement, puisque grâce au e-commerce et au développement du e-commerce, il y a de plus en plus de volumes de colis. Mais ces volumes de colis intéressent aussi des concurrents, et il y a des points relais qui viennent faire concurrence à la Poste en disant si vous voulez, je peux vous livrer, non pas le lendemain matin chez vous, où en plus vous ne serez pas et peut-être vous irez au bureau de poste et les bureaux de poste, il y a la queue. Je vous livre à côté de chez vous. Quand vous rentrez le soir, vous vous arrêtez à la librairie ou à la boulangerie et vous prenez votre paquet. Eh bien oui, ça peut être intéressant. Ce service au client peut être une formalité de livraison qui peut les intéresser. Et donc pour toutes ces raisons, le président Valls a décidé de créer une branche numérique à part entière, c'est-à-dire d'oser dire le numérique n'est pas seulement une question d'innovation transversale dans le groupe, c'est un business. Et on crée une branche d'activité qui a 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc à hauteur des 22 milliards de la Poste, ça reste tout petit, mais qui normalement est en croissance et qui devrait faire 1 milliard à l'horizon 2020, mais qui est un business numérique, avec en plus des missions transversales pour être un petit peu le catalyseur de l'innovation et de la transformation au sein de la Poste. La création de cette branche numérique est importante parce qu'elle a permis de dire au plus haut niveau, évidemment je suis partie du COMEX, de la Poste, au plus haut niveau, le numérique, oui c'est transversal, mais c'est aussi une branche d'activité à part entière dont la Poste doit s'occuper. Et après on s'est dit, une fois qu'on sait ça, comment on choisit pas 36 choses, parce que sinon on n'y arrivera pas, mais 3 grands éléments qui me semblent, les plus stratégiques pour faire bouger cette grande maison. Et ces 3 éléments, le premier, c'est l'ouverture. Nous avions tendance à la Poste de se dire on peut tout faire nous-mêmes. Je ne sais pas si vous savez, mais la Poste avait ses propres garagistes pour s'occuper des voitures. De A jusqu'à Z, c'était des postiers. Alors progressivement, on a abandonné ces métiers-là, mais il n'en reste pas moins que nous avons une culture qui est « si on fait nous, c'est mieux ». Il faut s'ouvrir, il faut travailler avec les autres, il faut travailler avec les startups, il faut travailler avec des think tanks, il faut aller regarder ce qui se fait à l'extérieur. Donc on a mis en place un incubateur, Starting Post, qui est né cette année, qui a pour vocation d'être un incubateur industriel, c'est-à-dire qui doit trouver des startups. Pendant 3 mois, on évalue un business model et ensuite, pendant 9 mois, on travaille à valider ce business model en réel. On a ouvert également notre travail avec les startups, les mondes du startup comme Cap Digital, comme les associations qui permettent d'avoir avec les grands incubateurs français. On travaille avec la French Tech, on travaille avec la FING, on travaille avec des think tanks qui nous permettent justement de nous ouvrir et d'apprendre des choses. Là aussi, faire preuve d'ouverture et d'humilité, le terme a été donné, pour dire que non, on va essayer les uns et les autres de profiter de ce que vous allez nous apporter, de ce qu'on va vous apporter. Vous allez nous apporter une sorte d'agitation. Donc ça, c'est l'ouverture qui est le point majeur sur lequel on s'est installé. La deuxième chose qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'agilité. Alors je dis souvent ce terme, good enough is perfect. Ça veut dire que quand c'est suffisamment bon, c'est très bien. Quand c'est suffisamment bon, et quand on dit suffisamment bon, ça veut pas dire que quand c'est mauvais, c'est suffisamment bon pour y aller. Il ne faut pas attendre les 100% parfaits. Et ça aussi, par rapport à la culture postale, c'est quelque chose qui est très bouleversant. Voilà, le terme est peut-être un peu fort, mais qui remet en cause énormément de choses et qui remet en cause qui, on l'a dit, les managers. C'est ces managers intermédiaires à qui on apprend à piloter et à faire de la qualité. Donc il faut savoir aussi repérer quels sont les vrais critères sur lesquels on peut évaluer notre performance versus les critères qui sont ceux que les personnes attendent, puisque l'Internet, finalement, c'est le pouvoir à l'individu, c'est le pouvoir à vous, à moi, qui allons choisir le service qui nous convient le mieux. Donc ce good enough is perfect remet en cause le manager qui se trouve en train de se dire « je ne suis pas obligé de vérifier que tout est bon jusqu'au dernier boulon ». En plus, j'ai des collaborateurs qui ont l'information avant moi, parce que le côté « je suis le manager et c'est moi qui délivre l'information », c'est terminé. Si je n'ai pas l'information
est-ce que j'ai vraiment le pouvoir? Est-ce que ça ne remet pas en cause ma légitimité? Qu'est-ce qu'on attend de moi à ce moment-là? Et comment je me sens à l'aise avec des outils qui ne sont pas forcément les miens? Et donc, pour ça, on a mis en place un institut du management qui va permettre une acculturation du numérique. Maintenant, il faut faire autrement. Et ça, c'est un changement qui n'est pas facile à faire et qu'il faut accompagner pour que les gens ne se sentent pas déroutés par rapport à leur mission et par rapport à leur position, parce qu'ils ont une difficulté majeure. Ils sont ces intermédiaires-là. Donc cette agilité-là, on essaye de l'enclencher partout. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait 20 projets pour 2020 et qu'on a, dans ce cadre de 20 projets pour 2020, ouvert à tous les collaborateurs de la Poste. Et on leur a dit, voilà, vous vous mettez minimum par 2, vous pouvez avoir des aides externes et vous nous proposez un projet d'une entreprise que vous aimeriez créer, proche ou pas des activités postales, sur lesquelles vous pensez qu'il y a un business. Voilà, on vous finance, on croit à votre projet et allez-y, construisez-le. Donc on va les dégager de leurs responsabilités là où ils sont pour aller construire le projet en question. Et ça aussi, c'est une façon de montrer aux gens qu'on est prêt à ce qu'ils aient des test and learn, c'est-à-dire qu'ils aient vraiment, et c'est mon troisième point, la capacité de tester et d'apprendre. Et peut-être que ça va marcher, et peut-être que ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce test and learn, c'est aussi ce qu'on met en place au travers du lab postal. Donc je ne peux plus vous inviter parce que ça a eu lieu le 4 et 5 décembre, mais on le fait tous les ans au mois de décembre, où on travaille avec des startups et où on met en place des proof of concept, c'est-à-dire des démonstrations, des prototypes réels qu'on peut toucher, qu'on peut voir, et qui sont faits avec des startups, pas forcément des startups avec qui on a pris du capital, mais des startups qui sont venues et pour lesquelles on a trouvé que le projet, alors là pour le coup il faut que ce soit proche de la Poste, est intéressant pour la Poste et où on a monté ce proof of concept. Et pendant ces 2 jours, on a eu 1300 visiteurs, 500 à peu près postiers et 800 autres que du monde postal qui sont venus voir de l'innovation ouverte concrète. Et là pour le coup on est dans le test and learn, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose. Si ça plaît à un service, ben on peut aller plus loin. Si ça ne plaît pas, de toute façon, on a appris en travaillant ensemble et en faisant ce proof of concept. Et ça aussi, ce processus de test and learn, on essaye de le mettre en place dans l'entreprise. Et ce n'est pas culturel. Par exemple, le timbre, vous savez très bien que si vous envoyez un timbre de Paris à Paris, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que c'est moins cher pour la Poste de le distribuer que si vous envoyez un timbre, une lettre de Paris au fin fond de la Lozère. Et l'inverse est vrai. Sauf qu'il y a péréquation tarifaire, c'est-à-dire que où que vous soyez en France, ça coûte la même chose. Et donc nous, on est éduqués par le même service partout au même prix. Et ça va à l'encontre de on teste et on apprend. Parce qu'il faut accepter de faire des tests sur des plus petits nombres ou sur des plus petites régions. Et accepter de dire, dans cette région, on est en processus de test. Alors ça peut sembler complètement naturel, mais je vous assure que ça n'a pas du tout été quelque chose de facile à faire comprendre. Alors on met en place aujourd'hui un réseau social d'entreprise, avec tout ce que ça implique de culturel. Mais alors, n'importe qui pourra poster n'importe quoi. Qui va vérifier qu'on pourra supprimer le poste de quelqu'un? Ah ben non, on ne peut pas supprimer le poste de quelqu'un. Ah, mais alors qui va contrôler qu'avant que ça apparaisse, ça puisse être validé? Ah ben non, c'est pas possible. Et donc, il y a une crainte des managers. Vous avez parlé tout à l'heure de la crainte de l'individu qui n'ose pas le faire. Mais il y a aussi une vraie crainte du manager à utiliser ces outils pour ce qu'il pourrait voir. On ne peut plus se cacher derrière le « je ne le sais pas », puisque tout le monde peut parler de n'importe quoi. Et donc, il y a la peur du manager autant que la peur de la personne de poster des choses. C'est pas si facile de faire changer les cultures. On a parlé des dirigeants 1.0, mais c'est pas si facile non plus pour les salariés de se mettre dans une posture différente parce qu'il faut qu'on les y autorise. Et cette autorisation, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc voilà, notre réseau social d'entreprise va se déployer. Pour l'instant, il y en a 5000. On va faire un test. Donc un test à la Poste sur les 280 000 personnes à terme, c'est forcément un nombre important, c'est-à-dire 22 000. Donc on va faire un test sur 22 000. Et on voit bien que le réseau social d'entreprise, c'est pas seulement quelque chose qui doit être un Twitter interne avec juste quelques innovateurs qui postent des documents intéressants, mais vraiment un travail collaboratif et un usage collaboratif pour aller plus loin. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, voilà, c'est impossible. Tout à l'heure, la personne disait, moi j'affiche les 19 raisons pour lesquelles c'est impossible. Et ça change tout comme posture.
Ça change tout. Bon, vous me direz, Churchill disait déjà, tout le monde sait que c'est impossible à faire, un homme est venu qui ne le savait pas et alors il l'a fait. Mais la transformation directe du mot, je trouve que c'est frappant. Dans les évaluations de la performance, il faut qu'on change nos modèles. Tant qu'on restera sur des évaluations de la performance individuelles et 100% individuelles, on ne permettra pas au collectif de s'établir. Parce qu'il y aura toujours la personne qui dira « il faut que je m'en sorte dans ce bazar-là, parce que moi, je serai évalué ». On a besoin de compétitivité. Le problème, c'est que la compétitivité, on la trouve parfois plus à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur avec ses concurrents. Et c'est ça qui pose problème. C'est quand dans de grandes entreprises, on a deux équipes qui ne travaillent pas ensemble parce qu'elles vont être évaluées de façon différente par des managers différents.